Ah ouais, merde. J'ai gagné. Au rayon manga, la passion t'anime. Des livres qui te transportent loin de tes problèmes dans cette bulle. C'est toi l'héroïne. Au rayon manga, oublie la routine. Au rayon manga, la passion t'anime. Des livres qui te transportent loin de tes problèmes dans cette bulle. C'est toi l'héroïne. Au rayon manga, oublie la routine. J'ai entendu dire que malgré ton parcours universitaire, littéraire, et surtout aujourd'hui tu es libraire Oui. de profession, malgré tout ça, tu n'as jamais Lu de manga. Et du coup, pour moi, ça me semble complètement logique. Expliquez-nous donc. Mais non, mais parce que dans le sens où la littérature et le manga, comme tu le sais très bien, sont souvent dissociés, très clairement dissociés. Dans un magasin aussi, ils sont clairement dissociés. Vraiment un rayon BD et un rayon BD manga et un rayon littérature, et ce qui est tout à fait normal, ce sont des types de littérature différentes. Donc c'est quand même aussi un petit peu curieux parce qu'on est de la même génération, on est de la génération des dinosaures grabataires, des années 80, et c'est plus un secret, hein, les mangas, en tout cas sous forme de dessins animés, sont arrivés à la toute fin des années 70, et c'est vraiment à partir des années 80 et au-delà que ça a vraiment cartonné. Donc par exemple, en faisant abstraction des mangas en tant que tels, en tant que livres, est-ce que tu as quand même eu, je sais pas, dans ton enfance, des animés Oui, bien sûr, qui t'ont marqué, quoi. Comme tous les gens de ma génération, je vois des robots géants, je vois des combats de chevaliers, des choses comme ça qui proviennent du Japon. Mais à l'adolescence, ça va s'arrêter et je vais pas continuer en fait. Et du coup, et ça va jamais être lié à de la lecture pour moi. J'étais vraiment fan des Chevaliers du Zodiaque, par exemple. Qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, quand on veut faire bien. Mais j'étais fan de Goldorak, j'ai regardé tout ce qui me passait, comme tu le sais, comme tout le monde, mais je l'ai jamais associé à une culture. J'ai jamais fait le tri entre les dessins animés français, américains et japonais en fait. Et du coup, c'est un peu une vision un peu beauf des choses, mais en fait c'est une vision d'enfant quoi, et que j'ai jamais après vraiment passé au tamis, et en fait du coup c'est resté comme des trucs que je regardais quand j'étais petit, comme pour, je pense, une grande majorité des gens qui ont cette vision du manga. Donc intellectuellement maintenant quand j'y réfléchis, je vois très bien je vois que c'est pas vrai, mais au niveau de mes goûts c'est resté comme ça. C'est, pour moi les mangas ça reste un truc d'enfance, les animés, etc. Beaucoup d'adultes comme moi, même si globalement je pense que on est dans la minorité, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 25 ans et qui continuent à lire du manga, vraiment dans les décennies qui suivent, je pense qu'on n'est pas la majorité, parce qu'effectivement, d'après mon expérience au travers de ma chaîne YouTube, des réseaux sociaux, c'est beaucoup d'ados ou de très jeunes adultes qui lisent du manga, et puis arrivés à la fac par exemple, ils passent à leurs études, ils passent à autre chose, puis le manga est oublié en fait, et ça reste cantonné au milieu de l'adolescence, quoi. Et aussi au riz cantonné. Du coup, tu n'as pas franchi le cap, en fait. Par exemple, moi, pourquoi est-ce que j'ai commencé à lire des mangas et pourquoi j'ai continué à lire des mangas, même si mes goûts ont beaucoup évolué au fil du temps, c'est que je pense que inconsciemment, j'ai voulu retrouver, en fait, mes héros de l'enfance, Sangoku, Dr. Slump, etc. C'est qui Sangoku ? Sangoku, c'est un robot géant, c'est l'ennemi principal dans Nicky Larson, dans un épisode spécial de 82, qui s'appelait Signé Cat Size. Exactement. À ne pas confondre. Ça, je me rappelle. Voilà, attention, parce qu'il y en a qui confondent avec le remake congolais de Sailor Moon. Avec Bruce Willis, oui. Tout à fait, avec Bruce Willis, qui a été repris par la 20th Century Fox en 2015. Il n'est jamais sorti, hein. Il est jamais sorti, c'est sous manteau, ça. Mais hein. il y a eu des versions bootleg, je sais pas si t'as vraiment parlé. Qui sont sorties au Zimbabwe. Procès. C'est un peu chaud de les trouver sur eBay, tout ça. Donc toi, tu n'as pas du tout en fait eu cet engouement, cette envie de retrouver tes héros de l'enfance. Non, mais alors, je pense que ce qui a fait ce gap entre toi et moi, c'est que déjà, ça ne me passionnait pas autant. Alors moi, déjà, quand j'étais petit, j'étais plus Musclor et compagnie, donc c'était plutôt les dessins animés américains, je pense, tu vois. Et après, en fait, moi, en parallèle, je n'ai jamais lu de BD.
J'ai Mais jamais jamais, aimé. jamais, c'est-à-dire t'as pas lu un Astérix, t'as pas lu un Spirou. Franchement, j'ai jamais lu un Astérix en entier. J'ai déjà essayé de les lire. Quand j'étais petit, je devais tomber dessus et commencer, mais je ne saurais pas te raconter un Astérix en entier, tu vois. Et du français, qui êtes-vous? Oui, Vous ben, avez en vos même temps, papiers c'est assez troublant que tu me dises ça, dans le sens où je pense que je suis pas le seul. Je suis pas non plus un monstre et je suis pas non plus à côté de la plaque. Par contre, quand j'avais 11 ans, je lisais du Jules Verne, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que je suis passé très vite au roman, et ça prenait tellement de temps, et ça me passionnait tellement, et ça correspondait à ce que je recherchais, que les BD, tout ça, j'ai trouvé ça enfantin. Et voilà, c'était plus le moment de m'y remettre après, en fait. J'ai jamais retourné vers ça. Pour moi, et c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour le comprendre, quand on s'est rencontrés, qu'on a parlé manga, parce que jusqu'à ce moment-là, pour moi, BD, manga, c'était... c'est pas un jugement de valeur, mais pour moi, ça ne m'intéressait plus. J'avais découvert l'univers des romans, quoi. Donc tu t'imagines très bien qu'au bout d'un moment, t'es passé à autre chose. Ça me donnait cette impression-là, quoi. Alors, c'est très bien, ça me permet de rebondir, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu plus d'une fois au travers de ma chaîne. Justement, j'ai déjà eu plusieurs fois des gens qui m'ont dit c'est bien que tu, entre guillemets, défendes le manga, même si je pense que c'est plus vraiment ma position aujourd'hui. Je ne suis plus dans la défense, je suis dans la promotion, ce qui n'est pas la même chose. Mais on m'a parfois dit, on comprend que tu veuilles défendre, promouvoir les mangas, mais faut aussi comprendre qu'il y a plein de gens qui veulent passer à autre chose. En gros, faut pas lire que des mangas, Ouais. ce qui n'a jamais été mon argument. Moi, j'ai lu des mangas presque toute ma vie, et en même temps, à côté, j'ai fait des études littéraires universitaires très poussées, où j'ai lu des trucs très très obscurs, etc. Ça a toujours été, j'ai toujours eu du mal à comprendre cet argument de dire, en fait, les gens qui disent à leurs gamins, j'aimerais bien qu'ils lisent autre chose. Moi, c'est un argument que j'ai jamais trouvé pertinent, parce qu'en fait, déjà, ça veut dire, à la fois, je le comprends, en même temps, c'est pas l'un ou l'autre. Tu peux très bien lire un manga pendant 1 heure, et après tu vas lire il faut pas non plus le prendre dans le sens inverse, où il faut remplacer le manga par une vraie lecture. Ça peut être aussi, il ne lit que des mangas, c'est quelque chose quand même qui n'est pas très varié. Enfin, bon, bien sûr, tu vas me dire que c'est hyper varié, mais je veux dire dans le type de lecture. C'est clair qu'il y a une différence entre lire un bouquin où il y a beaucoup d'images et puis un bouquin où il n'y a que du texte. On sait très bien que pour le cerveau, c'est quand même un autre enjeu, et que c'est pour ça, je pense qu'il y a des parents qui flippent, dans le sens où ils se disent, mais peut-être qu'il lira jamais un roman, parce qu'en fait, il s'est jamais entraîné à le faire, parce qu'il y a quand même un entraînement à avoir pour se mettre au roman. Et puis, il y a des gens qui lisent des romans de 1000 pages, il y en a qui n'aiment pas. La plupart des gamins n'aiment pas lire des romans longs. Et c'est ça, en fait, c'est que ça va vers une certaine facilité de lecture. Si t'aimes pas la lecture, c'est pas grave, tu peux lire des mangas. Et donc c'est très bien. Mais voilà, je comprends aussi qu'il puisse y avoir ce truc de ce serait quand même bien de ne pas être dans la facilité. Après, moi, mon contre-argument, même si je l'entends, mon contre-argument, ça serait estimez-vous heureux que votre gamin lise. C'est-à-dire, s'il lit des mangas, et s'il est passionné par ça, ça veut dire qu'il aime lire. Oui, mais s'il n'y avait pas les mangas, peut-être qu'il se mettrait à lire un roman. Et est-ce qu'il ne s'arrête pas là parce qu'il y a une facilité qui lui est donnée? Et en plus, quel manga lit-il? Oui, bien sûr. Voilà, parce que toi, tu as cette vision du manga un peu idéalisée, et puis parce que tu vois ça comme une porte d'entrée vers un monde merveilleux où il y a des tas de choses et que c'est hyper varié, que ça peut être très intellectuel, très bien fait. Mais bon, on sait très bien que quand un parent s'inquiète, c'est souvent parce que le gamin ne lit que des mangas shonen, etc. Enfin, très pour un jeune public, très ciblé, qui ne va pas forcément l'emmener vers des choses intellectuelles très profonde, quoi. C'est très compliqué, en fait, parce qu'effectivement, je pense que dans la tête de ces parents ou de ces gens, là où déjà leur vision est complètement biaisée, en fait, mais je le comprends aussi, mais elle est biaisée justement par le fait de ne voir le manga que comme quelque chose de très très facile, où le texte est pauvre. Après, je pense que ce que tu ressens, et là on l'a pas dit, c'est qu'effectivement il y a une différence d'appréciation en France entre la BD et le manga. C'est-à-dire que je pense qu'un gamin qui lit une BD, ça sera moins grave pour les parents qu'un manga. Parce que le manga, il y a le sous-entendu, c'est violent, etc. Et que c'est pauvre, en fait. Il n'y a pas de couleur, etc. Donc il y a un côté, c'est moche, c'est bête, c'est violent. Il y a tous ces sous-entendus qui existent depuis 40 ans. Donc en fait, je pense que ça joue. Alors que le gamin, il est mignon, il lit un Astérix, en plus il apprend des choses sur l'histoire de France. Bon, bref. Est-ce que depuis que tu travailles en librairie, en faisant abstraction
de ton suivi tout relatif d'Oreo Manga. Mais est-ce que depuis que tu es libraire, est-ce que ta vision justement, soit de la BD en général ou du manga en particulier, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle a évolué par rapport à avant où tu ne travaillais pas en librairie et que donc tu avais cette image lointaine et floue de ce qu'est le manga? Alors oui, il y a deux choses en fait. Il y a le produit, si on peut l'appeler comme ça. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Le produit livre et puis le public. Et du coup, moi, le produit livre, je l'ai découvert. La BD, par exemple, je me rendais pas compte à quel point elle était variée. Le manga aussi. En parallèle d'Oreo Manga, moi, j'ai découvert en étant libraire, en achetant les mangas auprès des éditeurs, la variété de ce qui existait, etc. Et ça, c'était un peu génial. Quand tu essayes des nouvelles collections chez des petits éditeurs et que tu découvres que les mangas, en plus, des fois, ils sont très beaux, l'objet est vraiment très bien fait. C'est pas, tu vois, c'est pas un livre fait à l'arrache. Il y a vraiment de très belles éditions qui existent, qui a un vrai travail d'édition là-dessus, et puis du travail d'auteur aussi. Donc ça, c'était bien. Ça, c'est le côté positif. Après, le côté un peu plus négatif, ça a été de découvrir en fait que le marché était saturé par un certain type de manga et de BD, mais surtout de manga qui, moi, ne m'intéresse pas du tout, même si j'ai rien contre, mais en fait, il y a quelques titres qui monopolisent le marché. Donc quand tu te rends compte de ça, tu vois bien que oui, d'un point de vue artistique, culturel et tout, c'est très bien, il existe de belles choses. Après, dans la réalité, ce n'est pas du tout ça qui se vend et c'est pas du tout ça qui se lit en général. Bon, après, ce ne sont que des ratios. Il y a toujours quelqu'un qui lit chaque manga qui existe. Mais c'est ce côté-là qui m'a un peu, pas dégoûté, mais quand tu vois la consommation effrénée qu'il y a eu du manga à partir de 2020 par les jeunes, c'était, je ne vais pas donner de pourcentage, mais c'était 80% grosso modo du One Piece, etc. Donc c'est très 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 mainstream, très très grand public, c'est des choses qui sont faites pour vendre, etc. On est dans ce marché-là. Et il y a très peu de place dans l'univers manga en boutique, peut-être pas en boutique spécialisée, mais en tout cas en librairie généraliste, pour des mangas d'auteur, quoi. T'as beau avoir de super produits, tu les vends pas beaucoup, quoi. J'ai souvent dit qu'en fait, c'est un peu triste et dommageable que quand on arrive dans une librairie aujourd'hui en France, même une librairie spécialisée manga, ce qu'on voit en fait, c'est quand même très très homogène et ça va donner en fait une image de l'univers manga, on va dire, pour le dire simplement, qui est vraiment biaisée et fausse. Et que du coup, par exemple, moi j'ai longtemps vécu à l'étranger, donc je n'avais pas du tout accès aux librairies françaises. Et comme je suis revenu en France en 2020 après une longue expatriation, ça a été au début, je me suis dit, je vais enfin pouvoir me faire plaisir, ça va être génial, je vais pouvoir aller dans les librairies et vraiment acheter des mangas. Voilà. Et en fait, je suis un peu déçu quelque part parce que, en fait, ça reste vraiment difficile. À moins, j'imagine peut-être d'habiter à Paris, parce que là, c'est une énorme ville, donc il y a certainement des boutiques très spécialisées, de niche, etc. Mais quand tu habites en province, à la campagne comme moi, tu vas en librairie, même spécialisée, ça reste quand même une offre manga très homogénéisée, et ça reste très difficile de trouver des bouquins, je sais pas, du Lézard Noir, Oui, de bien sûr, Cornelius, mais etc. en tant que libraire, moi je peux te le dire, c'est parce que c'est compliqué de travailler ces produits-là, parce que tu vas en commander 10, tu vas en vendre un, etc. Et il y a une variété de titres qui sort tous les mois chez ces éditeurs-là qui est assez grande, en fait, malgré tout, et tu peux pas tous les faire tout le temps. Et surtout que si tu n'as pas de chance et que tu les vends pas pendant 6 mois, pendant un an, à un moment donné, tu les prends plus, tu fais même plus le test. Donc si t'as pas, et en même temps, si tu les prends pas, à un moment donné, la clientèle peut pas les avoir. Moi, je sais que chez moi, en tout cas, on les faisait beaucoup à la commande, évidemment. Quand tu as un rapport, un assez bon rapport avec l'éditeur et qu'il les envoie vraiment, tu peux. Moi, je travaille beaucoup à la commande parce que les clients comme toi, en fait, que j'ai dans mon magasin, ils sont, voilà, ils savent en fait, ils ont compris. Donc, quand c'est ta librairie, tu commandes à l'avance, tu sais que tu vas le recevoir là-bas. Bon, voilà, c'est un moyen de travailler différemment. Après, bien sûr, c'est regrettable, mais puis bon, je te parle même pas effectivement des éditeurs avec qui c'est compliqué de travailler parce qu'ils sont pas très fiables, parce que c'est pas des gros éditeurs, parce qu'ils peuvent pas travailler au national comme Glénat ou comme d'autres. C'est le jeu, quoi. Mais effectivement, la présence en librairie, c'est le marché. On n'est pas une bibliothèque, on peut pas tout avoir et puis faire plaisir à une personne en faisant une commande. Donc il faut plaire au plus grand nombre et puis après tu essaies de te diversifier, mais tu ne peux pas. Il faut resserrer sur l'essentiel et quand tu fais 80% de ton chiffre avec One Piece et quelques autres séries,
y a-t-il besoin d'aller plus loin, tu vois, c'est toujours pareil. C'est super parce que du coup, peut-être que tu vas pouvoir confirmer ce qu'on m'a dit une fois en librairie, où j'avais demandé, je demandais un manga en particulier, et le libraire m'a répondu, cet éditeur-là, on ne le fait pas. Voilà. Et donc c'est vrai. Oui, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Hein. Ça peut être que tu n'as pas de compte chez cet éditeur-là. Il faut avoir un compte. Enfin, il faut que l'éditeur ait un compte chez toi, en fait, pour que tu puisses avoir ce rapport commande. Et puis, il reçoit la commande, il t'envoie la commande. Tu ne peux pas le faire comme ça au hasard. Donc, les tout petits éditeurs, c'est le problème. Après, des éditeurs comme... Alors après, il y a aussi de la mauvaise foi. Je pense, par exemple, ça peut être le Lézard Noir ou des choses comme ça qui sont distribués quand même par des grands distributeurs. Donc, au final, ça, tu peux l'avoir assez facilement. Je pense que d'autres éditeurs... sont plus problématiques parce que ils n'honorent pas forcément leurs commandes, etc. Tu n'as pas forcément de retour chez eux si tu ne vends pas l'article, etc. Donc là, sur ces éditeurs-là, tu prends la décision de ne plus les avoir en rayon ou de ne faire vraiment que des commandes de temps en temps. Surtout s'ils n'ont pas de gros titres dans leur catalogue, là tu les zappes complètement, puisqu'en fait, surtout si tu es un peu généraliste, tu ne vas pas te prendre la tête pour avoir des bouquins qui vont te rester sur les bras, quoi. Et j'imagine que le client qui arrive, le Johnny Benoît qui arrive pour faire sa commande d'un bouquin, tu le recales direct parce que tu dis oui, je pourrais éventuellement peut-être faire une commande, mais ça va être que des embrouilles, donc non, il faut mieux lui dire non, quoi. Tu disais tout à l'heure que c'était vrai que en fait, quand tu arrives en librairie aujourd'hui, par la force des choses et par les impératifs du marché, oui, effectivement, malheureusement, tu as une offre manga qui est très ciblée et ça va être 80% de Shonen Neketsu, Naruto, One Piece, etc. Peut-être 10% de Shoujo, 10% de Seinen et peut-être un Jiro Taniguchi qui est tombé du camion. Voilà. Oui, après, là c'est un peu grossier. Oui, bien sûr. Et puis selon le libraire, moi je sais que quand je les travaillais, j'essayais, tu vois, je me battais pour mettre en avant certains titres. Ça, après, c'est personnel, c'est des engagements que chacun fait. Ça fait combien de temps que tu travailles en librairie ? En livre, ça fait 4 ans. Oui. 4 ans, ok. Donc on va dire depuis 4-5 ans, en gros. Est-ce que toi, puisque donc tu es vraiment, t'as les mains dans le cambouis, comme on dit, est-ce que tu vois, l'offre manga, enfin le type de manga, en faisant exception en fait des rouleaux compresseurs habituels, est-ce que tu perçois que ce qu'on vient de proposer, par exemple, ça évolue un peu, ça change un peu, ça se diversifie un peu. Je pense, alors ça c'est de mon point de vue à moi de lecteur, de consommateur, je me souviens que moi il y a longtemps, quand j'ai commencé à découvrir le Lézard Noir, ils avaient un catalogue très limité, ils avaient quelques titres, et depuis quelques années, je les vois vraiment grandir, avoir de plus en plus d'auteurs, avoir leur catalogue s'étoffer. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu perçois du point de vue du libraire, c'est-à-dire il y a toujours les rouleaux compresseurs, ce qui fait vraiment 80% du chiffre d'affaires. Mais effectivement, tu as des éditeurs qui arrivent petit à petit à se faire leur place, quoi. Alors déjà, je voudrais dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Lézard Noir. Alors, je précise que, quand même, pour ne pas me retrouver avec un procès aux fesses, que je cite le Lézard Noir parce que pour moi, le Lézard Noir, c'est un petit peu l'exemple type d'un éditeur en fait qui était vraiment de niche et obscur il y a quelques années, mais qui aujourd'hui, je trouve, est quand même relativement bien connu, avec des séries comme La Cantine de Minuit. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment un éditeur qui faisait des one-shots. Maintenant, c'est un éditeur qui commence à faire des séries longues. Et je pense que ça, c'est un peu la marque d'un éditeur qui grossit un petit peu et qui se dit « Ok, je vais prendre un risque, je vais commencer à faire des séries de 2, 3, voire plus. » Mais oui, alors le Lézard Noir, c'est un cas à part, c'est un gros succès parce que donc ils sont passés en grande distribution, c'est-à-dire qu'ils ont changé de distributeur au national. Et donc c'est un distributeur avec lequel on travaillait déjà beaucoup, qui est un des plus grands. Et du coup, maintenant, comme je te disais tout à l'heure, on peut commander du Lézard Noir en sachant qu'on aura du retour si on ne le vend pas, avec des bonnes conditions commerciales, etc. Ça vient du distributeur. Donc l'éditeur fait son travail d'éditeur, c'est-à-dire de choix de livres, etc., de belles finitions et tout ce que tu veux. Et puis derrière, il est hyper épaulé par ce distributeur. Ce qui, pour un libraire, est parfait, quoi. Et ça, c'est très rare. Mais oui, alors pour moi... comme ça, un peu au visu, sans vraiment trouver de chiffres, mais à partir de 2020, à partir du Covid et de ce qui s'est passé après, et l'engouement généralisé qu'il y a eu pour le manga, notamment auprès des jeunes, à ce moment-là, les éditeurs, évidemment, ont eu les yeux écarquillés avec des dollars dedans,
Et ils ont commencé à faire des rééditions, à ressortir des mangas plus anciens en les tentant, puisqu'en fait, ils faisaient tellement d'argent avec leurs grandes séries que de toute façon, ils pouvaient tenter des tas de choses qu'ils ne faisaient pas avant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu pléthore d'offres et des tas de choses nouvelles, des choses anciennes qui ressortaient. Et ça continue encore aujourd'hui. On est maintenant un rayon manga. Enfin, il y a des tas de sorties toutes les semaines, des nouveautés, des rééditions. En sachant que le manga, quand même, est en perte de vitesse par rapport à ça. On n'est plus à l'âge d'or qu'il y a eu il y a 3-4 ans. Donc ça reste quand même un rayon très très important, mais qui est en perte de vitesse. Ce qui est normal après un effet de mode. Tout le monde a acheté tous les tomes de One Piece, etc. etc. quoi. Mais il y a quand même, je pense, moi j'ai pas connu comme toi l'avant, où on trouvait peu de mangas, etc. On va pas revenir aux années 90, mais voilà. Donc maintenant, ça c'est fini. C'est clair qu'un rayon manga, c'est important dans une librairie et que c'est varié et qu'il y a de l'offre, il y a du choix, même en grande surface. Hein, je sais pas, je pense que tu connais les grandes surfaces et les rayons manga. Mais donc l'offre est toujours variée, mais je pense que ça va se réduire au fil du temps parce que moi je le vis dans ma librairie. On est obligé aussi de se resserrer autour des grandes séries pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires convenable, quoi. Et à l'image du coup de l'offre manga, est-ce que tu vois que, est-ce que tu perçois, est-ce que tu ressens, ou pas du tout, que la clientèle manga change? Je pense qu'il y a quand même une grande base qui est toujours... moi, j'ai un public très, on va dire, ciblé 15-20 ans, qui est mon public principal. Mais après, tu as toujours ces clients qui ont entre 20 et 40 ans, on va dire, pour faire simple, qui, eux, sont dans une vie active et achètent beaucoup de mangas. Et là, tu vois qu'ils suivent des séries, en fait, souvent. Donc, c'est tes clients qui sont sur des choses beaucoup plus pointues, qui ont affiné leur goût, quoi. C'est plus du tout, c'est beaucoup moins mainstream, en fait. Donc ça, oui, ça existe encore, mais on n'est pas du tout sur le même chiffre d'affaires, tu vois, si tu veux comparer. Je pense que quand même le 15-20 ans reste la base. Et c'est pour ça que, et tu le sais très bien, les éditeurs focalisent beaucoup sur les grandes séries parce que c'est ça qui se vend à cet âge-là, ce qui est normal. Malgré le fait que tu ne lises pas de manga en tant que lecteur lambda, ton but, toi, c'est d'en vendre. Et en même temps, je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup le livre, tu respectes beaucoup le livre en tant qu'objet, dans un sens noble. Du coup, vu que tu manipules tous ces mangas, ces centaines, ces milliers de mangas, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir en main des mangas où sans l'avoir lu forcément, mais tu te dis, franchement, ça, Ouais. j'aimerais bien que ça se vende parce que pour raison X, Y, Z, Oui, peut-être c'est ta bien couverture, peut-être c'est ta claque d'édition. Bien sûr, il y en a plein. Est-ce que tu as des exemples? Les Gutanabe, par exemple, avec leur super reliure, la fausse finition cuir, tout ça, je trouve ça merveilleux. Et en les ayant feuilletés, là, en plus, c'est un peu spécial parce que c'est de la littérature à la base, transfigurée en manga. Bon. Mais c'est vraiment, en tout cas, pour moi, c'est le top. C'est très classe, ça donne envie, quoi. C'est beau, c'est bien fait, il y a une bonne histoire, il y a tout ce qu'il faut, il y a un parti pris. Donc ça m'a toujours intrigué et intéressé. En plus, ils sont sous blister quand ils arrivent, donc moi, j'en ouvrais un pour que le public puisse le lire, et du coup, je le lisais un petit peu aussi. Oui, ce genre d'ouvrage, c'est vrai que les collecteurs, souvent, sont très intéressants. Ça te donne un petit peu envie, et puis tu te rends compte que si l'objet est si beau, derrière il y a quelque chose, en fait. Ça peut pas être juste l'apparence. C'est un bel écrin pour une œuvre, quoi. Tu as quand même, malgré tout, depuis les années, au travers de ton travail, au travers de ce que tu regardes sur YouTube, etc. Donc tu t'es quand même fait ta propre culture manga à ton échelle. Au travers de tout ce que tu sais au sujet des mangas, est-ce que s'il y avait vraiment un auteur où tu dis, bon, allez, je vais essayer de lire un manga, je me prends 1 heure, 2 heures, je vais essayer de lire un manga. Est-ce qu'il y a vraiment un auteur où tu te dis, ça c'est l'auteur, s'il y a un truc qui a le potentiel de m'intéresser, ça va être ça? Asano. Asano, pourquoi? Par la variété de ce qu'il a fait a priori. Parce que j'ai vu, par exemple, alors tu vas dire que c'est nul, mais j'ai vu un film tiré d'un de ses ouvrages. Alors, j'ai plus le titre, c'est celui où il remonte dans le temps. C'est un enfant qui remonte dans le temps. Enfin, il est adulte et il redevient enfant. Ça, c'est Jiro Taniguchi. Ah, merde. Non, on coupe pas. Non, on coupe pas. Donc, c'était Taniguchi que tu voulais dire? Non, c'est pas Asano. Taniguchi. Il y a ça aussi. Tu vois, c'est des auteurs que, déjà, c'est à peu près les deux que je connais vraiment un petit peu, que j'ai feuilleté. Mais Asano, non, ce que j'ai vu, c'est
la partie grand format en fait déjà, avec des ouvrages réalistes et surtout un super beau dessin. Parce que pour moi, j'ai pas envie de lire un manga où les dessins sont un peu brouillons. Si je me mets à lire du manga, c'est parce que vraiment j'ai envie de voir des choses qui m'impressionnent un petit peu, qui me mettent dans un univers total. Donc de ce que j'en ai vu en tout cas, voilà. Puis il y a une certaine poésie en fait, voilà, qui dégage très vite dès que tu feuillettes. Et ça a été la surprise, c'est qu'en fait je voyais les grands formats très réalistes et après j'ai découvert ça. Et du coup c'est vrai que c'est des trucs, voilà, je me suis pas mis à la lecture mais j'ai senti, tu sais, comme une aura autour des livres que je prenais en main. Et oui effectivement si je devais lire, je pense que ça serait dans ce cadre-là. C'est super intéressant parce que moi je m'attendais à ce que tu dises le grand classique Taniguchi, alors que Asano effectivement il est... Tu cites Boni Pon Pon, c'est un manga qui est très 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 sombre. Ça va très 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 loin dans la noirceur. C'est vraiment un manga sur la dépression, la quête de soi. En gros, Boni Pon Pon, sans gâcher, c'est un titre qui est très connu, mais en gros, tu suis la vie d'un personnage de la petite enfance jusqu'à ce qu'il ait une vingtaine d'années. Et c'est pour ça que le manga est aussi long. Je ne sais plus, il y a 14-15 tomes ou plus. Mais c'est un manga qui est très très dense, qui est très verbeux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le choix de l'auteur, d'Asano. En fait, le personnage principal, il est toujours représenté sous forme d'un personnage, d'une espèce d'oiseau. Oui. Alors que tous les autres personnages, sauf les membres de sa famille, tous les autres personnages sont, entre guillemets, normaux. Donc en fait, tu ne peux jamais... Alors moi, ma théorie personnelle, c'est qu'en fait, Asano a fait ça pour que tu puisses t'identifier au personnage, qui est une espèce de... Voilà, enfin, s'identifier. Qu'en fait... c'est une espèce d'espace vide, c'est un espace liminal, Boni Pon Pon. Mais c'est un manga qui est très... Au début, ça va, mais plus le manga, plus le personnage rentre dans l'adolescence, il découvre la sexualité, etc. Ça se passe très très mal avec sa famille, il y a des histoires de divorce, de tentatives de suicide, il trompe sa copine ou sa copine le trompe, etc. Ça devient très 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 sombre, c'est un peu le manga de la dépression. Ouais. Donc c'est très très intéressant que... Oui, alors moi c'est parce que j'ai des goûts spécifiques, tu vois. C'est parce que je pense que j'ai pas envie de forcément lire un truc light et fun et avec des combats ou je ne sais quoi, tu vois. Moi j'aime beaucoup la poésie et puis les choses fines et l'âme humaine, donc voilà, c'est pour ça que ça me parle, quoi. Surtout que je trouve que c'est compliqué de parler de l'âme humaine à travers des dessins et à travers une œuvre en grande partie dessinée, même si je pense que quelque part ça peut justement être très fort et l'art pictural en général, voilà, ça peut être très fort et ça peut parler sans mots. Mais moi, j'ai l'habitude de parler de l'âme humaine et d'entendre parler de l'âme humaine à travers des textes. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est un switch assez difficile à faire, en fait, de chercher des choses profondes à travers le manga, tu vois. Et c'est peut-être pour ça qu'au rayon manga, c'est un peu spécial, c'est que c'est ce que tu fais, en fait. Tu cherches des choses souvent qui parlent de l'âme humaine, en fait, et qu'on ne trouve pas forcément dans les grands succès de librairie, quoi. Donc j'ai envie de te poser une ultime question qui va être un peu la question qui fâche. En tant que libraire, qu'est-ce que tu penses du pass culture ? Alors le pass culture, c'est quelque chose qui permet aux librairies de continuer de vivre malgré une certaine crise du livre, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne vend plus autant de livres que dans les années 90, quoi. Parce que les gens ont petit à petit trouvé d'autres moyens de se divertir. Donc le pass culture, ça nous permet de survivre parce que ça fait acheter des tas notamment de mangas à des jeunes. Et du coup, c'est la bonne partie du truc. En revanche, je pense que c'est assez dangereux dans le sens où on est dépendant de ça. Si demain ça ne devait plus exister, eh bien, c'est problématique. Comment remplacer ce chiffre d'affaires qui n'existerait plus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui achètent juste parce qu'ils ont cet argent-là, sinon ils n'achèteraient pas forcément. Beaucoup de jeunes sont sur lisent des scans, etc. En fait, hein. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas du tout d'argent. Donc voilà, ça c'est problématique. Je pense aussi que le pass culture, je ne suis pas sûr qu'ils avaient prévu que ça serait sur cette famille de produits, tu vois, uniquement. Et après, il faut quand même se rappeler que c'est de l'argent qui vient de nos impôts, grosso modo, donc c'est quelque chose qui, moralement, quand même, c'est bien qu'on éduque les jeunes à aller vers la culture. Le pass culture, ils ne peuvent pas l'utiliser sur Amazon, donc ils ne peuvent pas acheter ton livre avec. Tu vois, mais par contre, ils peuvent acheter des tas de choses en librairie. Et à côté de ça, là, je te parle de la grande majorité qui va acheter beaucoup de mangas et qui va se divertir plutôt qu'autre chose. À côté de ça, il y a des tas d'autres jeunes qui vont acheter des choses très pointues, qui vont apprendre à découvrir. J'en ai vu qui achetaient du Proust, hein, donc voilà, il faut quand même imaginer que c'est très varié quand même. Alors tu as cité Amazon.
Et du coup, ça va me rajouter une question. Depuis pas très très longtemps, donc le gouvernement français a en fait forcé Amazon à imposer des frais de port de 3 € sur les livres. Et moi, évidemment, vivant à la campagne, bah, ça me pénalise énormément sur l'achat de livres parce que Amazon est un peu ma seule source, surtout évidemment si je veux des mangas très spécifiques ou des livres en général. Que tu ne trouverais pas en librairie. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le choix entre payer 3 € plus cher un manga ou faire 60 km, donc 30 km aller-retour, pour peut-être le trouver à Angoulême, ou peut-être pas le trouver, ce qui est plus probable. Il faut appeler le libraire avant. Voilà, devoir le commander, attendre, retourner, etc. Donc pour des gens comme moi, qui ne sont pas citadins, qui n'ont pas un accès facile aux librairies, ces 3 € de frais de port sur Amazon, pour moi, c'est une décision vraiment lunaire qui me pénalise énormément. Et je pense que je ne suis pas du tout seul dans ce cas de figure. Puisque c'est pas comme si j'avais une alternative en fait. Après, voilà, bien sûr, on a compris que tu étais, on va dire que cette loi n'est pas faite pour toi. Cette loi, elle est faite pour que les librairies survivent à Amazon, parce que c'est ça le danger derrière, c'est que tu n'aies même plus le choix. Donc que tout le monde doive passer par Amazon, parce qu'en fait, toutes les librairies risquent de fermer un jour si Amazon continue son hégémonie, quoi. Donc à la fois je comprends tout à fait ta situation et je trouve que c'est pas à toi de payer dans cette situation et qu'ils auraient dû trouver une autre solution, mais moi en tant que libraire je vois le danger d'Amazon, je vois leur efficacité et je vois en même temps le danger de perdre le lieu de la librairie. Donc ça c'est le danger, c'est-à-dire qu'il y a un danger qui est plus grand, je pense quand même, que ta situation, mais on est d'accord pour dire que tu ne devrais pas payer pour ça, mais je pense que c'était plus facile de te faire payer toi que de faire payer Amazon entre nous. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose que tu veux rajouter, que ce soit par rapport au métier de libraire en général, par rapport au manga? Moi j'ai une question, c'est est-ce que tu te verrais libraire? C'est une très bonne question, parce que c'est quelque chose à quoi j'ai pensé plus d'une fois, quand j'étais plus jeune, quand j'avais encore, je pense, le temps devant moi de faire ça. Après, j'ai vite vu que c'était, à moins effectivement de travailler en tant que libraire, mais pour une entreprise, tu n'es pas libraire c'est pas ta librairie à toi, oui. Voilà, t'es pas indépendant. Ça, c'est possible. Moi, à choisir, j'aurais vraiment été libraire indépendant, c'est ma petite boutique, machin. Alors, mais bien sûr, c'est un boulot monstrueux. Il faut avoir l'argent, la formation. Il faut vraiment être formé, comprendre comment ça marche. Je pense qu'il faut commencer libraire dans une chaîne et après, avant de comprendre, tu connais un peu le mécanisme. Mais travailler en tant que libraire, on va dire dans une chaîne, moi non, parce que en fait, ce serait très dur pour moi à avaler la pilule d'être forcé de vendre quelque chose où je sais qu'il y a beaucoup mieux ailleurs, mais que tu es obligé de vendre ça parce que c'est ça qui va se vendre et que tu es obligé, qu'à la fin du mois, il faut que tu manges et il faut que tu payes ton loyer, quoi. Moi, je suis vraiment... Moi, en plus, j'ai pas du tout la fibre commerciale. J'ai toujours détesté vendre des choses. En même temps, c'est ce que tu fais à travers tes vidéos. Hein. Ouais. Oui, bien sûr, je le fais pour la YouTube Money. Non, mais je veux dire, tu vends chaque livre dont tu parles. Tu t'en rends pas compte parce que tu le fais pour l'œuvre, mais en fait, c'est ça aussi, vendre. C'est un bon vendeur ne parle pas du prix, il ne parle pas de... il parle de l'œuvre, il parle de ce qui est génial dedans, de pourquoi ça l'a touché. Je pense que non, travailler pour une chaîne, comme je l'ai dit, ça serait trop frustrant. Et être à mon compte, de toute façon, je pense que je suis bien trop vieux pour me lancer là-dedans. Ouais, donc pour l'instant, tu restes sur YouTube, quoi. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que pour moi, ça a longtemps été un fantasme. Il y a un local à vendre juste en face de chez moi. C'est vrai. Et la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu à vendre, c'était je vais l'acheter et en faire une librairie, vu qu'il n'y a pas de librairie dans mon village, quoi. Et est-ce qu'il y a un rayon manga dans cette librairie? Oui, ça s'appellerait, au rayon livre, je sais pas. Non, mais oui, bien sûr, ça serait extrêmement tentant, mais je pense que j'ai passé l'âge de me lancer là-dedans. Et puis surtout, je vois ni le financement, ni l'expérience. Et je pense qu'il faut se lancer là-dedans, soit quand tu es beaucoup plus jeune, ou quand tu as déjà l'expérience du métier, quoi. Voilà. Eh bien, merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis si vous êtes restés jusqu'au bout de cette interview passionnante à mon humble avis. Portez-vous bien et puis comme d'habitude, restez... couvert? Non, ça c'est quand il pleut, mais il y a du soleil. Ah oui. Restez... curieux. Voilà. Allez, merci. Bye bye tout le monde. Bye. Dans les pages sombres et obscures, des histoires qui bravent l'aventure.